Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, je vais être bref. Donc je suis le colonel Vidal, je suis le délégué au patrimoine pour la gendarmerie et j'ai la chance de travailler dans le château de Vincennes puisque mes bureaux sont installés au milieu du SHD. Je vais être bref, je vais vous présenter donc le professeur Drévillon qui est professeur d'histoire moderne à l'université Paris-1 Sorbonne et surtout directeur donc de la recherche au service historique de la Défense. Monsieur le professeur, vous allez nous parler donc de la bataille du combat au récit. Alors avant d'être inscrite sur les drapeaux, éventuellement sur les monuments, ce qui, pour le cas de certaines batailles d'ailleurs, leur assume une postérité que l'histoire leur reconnaît parfois difficilement. Les batailles sont vécues par les combattants, par ceux qui y assistent physiquement, et ensuite elles sont racontées par les mêmes combattants dans les mémoires, par ceux qui les ont vues de l'extérieur, par les contemporains à qui on l'a raconté, et puis enfin par les historiens qui doivent prendre tout ça et raconter, sinon la vérité, en tout cas une vérité historique, et la présenter pour la postérité. Donc je vous laisse, monsieur le professeur, le soin de nous éclairer sur cette passionnante question de l'histoire des batailles. En effet, la bataille du combat au récit, Napoléon définit la bataille comme, je cite, « une action dramatique qui a son commencement, son milieu et sa fin ». Alors, j'ai longtemps considéré que cette définition était sans doute un petit peu ironique, parce que finalement, ça ne nous dit pas grand-chose de ce qu'est réellement une bataille. Alors, dans un premier temps, on peut aussi considérer qu'elle traduit justement la difficulté de trouver une définition claire et précise de la bataille. Si on prend une autre définition, à peu près contemporaine de celle de Napoléon, celle qui est donnée par exemple dans l'Encyclopédie méthodique, qui est publiée à partir de 1784. Alors, elle est un tout petit peu plus précise, mais vous allez voir, elle laisse quand même une grande part d'incertitude. Je cite, « Action entre une armée entière et une autre armée, ou une de ses parties, qui sont en présence et dont chacune charge l'autre avec intention de la défaire. » Bon, alors, on comprend qu'il y a dans la définition de la bataille l'idée quand même qu'il y a un seuil d'importance et d'ampleur à partir duquel la bataille, par exemple, se distingue des autres catégories qu'on peut employer, telles que rencontre, combat, affaire, qui sont les autres termes employés. Mais quand la définition nous dit que c'est une action entre une armée entière, bon, mais qu'elle précise où une de ses parties, alors là, ça laisse un petit peu sceptique, parce que quelle partie d'armée est-ce que 3 soldats qui sont en détachement et qui en rencontrent 4, est-ce que ça fait une bataille? Alors, finalement, la seule définition est une définition d'usage. L'usage, c'est de caractériser, de qualifier de bataille un affrontement dans lequel toutes les armes sont engagées. Donc cavalerie, infanterie, artillerie, etc. Lorsqu'il n'y a qu'une seule arme, eh bien, on parle plutôt de combat. Par exemple, Villodrigo, c'est plutôt un combat. Mais donc, vous voyez la difficulté de trouver une définition militaire précise, selon des critères bien caractérisés. Alors, je reviens à la définition de Napoléon. L'intérêt de cette définition, malgré tout, est de souligner un caractère essentiel de la bataille. C'est que la bataille, c'est d'abord une séquence événementielle. Un moment de l'affrontement, ce que Clausewitz appelle l'engagement, c'est-à-dire donc le moment où les forces sont au contact et s'affrontent directement. Donc, étudier une bataille, c'est identifier une séquence avec une unité de temps, mais également une unité de lieu et une unité d'action. Et donc là, vous venez de vous apercevoir que je reprends la définition de la tragédie classique par Aristote. Qu'est-ce qui caractérise, et d'ailleurs Napoléon le dit, c'est une action dramatique. Donc on est dans une dramaturgie qui se caractérise donc par la règle des 3 unités, temps, action, lieu. Et on peut donc en déduire que la bataille est à la fois donc une catégorie militaire définie par l'affrontement de 2 armées ou parties d'armées. Alors, on peut préciser,
je pense qu'on peut parler véritablement de bataille à partir du moment où ce sont, donc, comme le dit la définition de l'encyclopédie méthodique, deux armées ou, à l'époque napoléonienne, deux corps d'armée. Je dirais même qu'on pourrait descendre jusqu'à la division. C'est-à-dire que c'est à peu près le niveau, même si une division est spécialisée, il y a malgré tout, dans toute division, un caractère interarmes. Dans une division de cavalerie, il y a aussi de l'artillerie et de l'infanterie. Donc voilà, je pense que c'est le niveau à partir duquel on peut parler de bataille. Voilà pour la définition strictement militaire, mais la bataille est également, en tant que séquence chronologique, donc en tant qu'action dramatique, je dirais une figure du récit. Et cette dimension du récit me paraît très importante et d'autant plus importante que justement elle a été peu étudiée jusqu'à présent, peu prise en compte et qu'elle révèle pourtant un certain nombre de caractères essentiels de la bataille, non seulement dans l'historiographie, c'est-à-dire que comment on fait l'histoire d'une bataille, mais aussi, on va le voir, dans la pensée militaire. Alors, le rôle du récit, donc dans la formation, dans la constitution de l'objet bataille, est essentiel, d'abord dans les sources. Les sources des batailles sont souvent des sources narratives. Si on se reporte, par exemple, aux périodes les plus anciennes, souvent les batailles sont les sources exclusives qui nous permettent de connaître certaines batailles. Bon, on n'a pas d'autres sources de la bataille des champs cataloniques en 451 que Grégoire de Tours. On n'a pas beaucoup d'autres sources, à part les sources archéologiques, ça c'est une ressource récente, mais on n'a pas beaucoup d'autres ressources pour parler d'Alésia, par exemple, que la guerre des Gaules de César, etc. Et là encore, je viens de le dire, il y a un support archéologique, mais un certain nombre de batailles, notamment de la période médiévale, ne nous sont connues que par les chroniqueurs, sachant que l'archéologie des champs de bataille en France, par exemple, est un domaine qui n'est pas aussi dynamique qu'on peut le trouver aux États-Unis, par exemple, où là, toutes les batailles de la guerre de sécession, enfin, un certain nombre de grandes batailles de la guerre de sécession, ont donné lieu à des fouilles archéologiques. En France, c'est encore une spécialité assez rare. Maintenant, ça commence à se développer, et d'ailleurs, ça fournit des informations très, très intéressantes. Mais enfin, bon, ça reste malgré tout dans l'historiographie de la bataille quelque chose de relativement marginal. Donc pour l'essentiel, les sources sont souvent, je l'ai dit, narratives, y compris d'ailleurs, là je parle des sources qui racontent les batailles, mais les sources primaires, c'est-à-dire celles qui sont produites par l'institution, et notamment l'institution militaire. Beaucoup des batailles donc, donnent lieu à la production, dès le lendemain même de la bataille, d'un récit par le général en chef ou le général qui a commandé l'action. Ça se passe comme ça sous l'Ancien Régime, par exemple, et qui adresse au secrétaire d'État de la guerre un compte-rendu de la bataille, qui d'ailleurs donne lieu parfois à une publication telle qu'elle dans la Gazette de France. Qui est par exemple, le maréchal de Luxembourg, qui a été étudié au service historique de la défense par Bertrand Fonck. Eh bien, le maréchal de Luxembourg était un spécialiste de la capacité, justement, à faire valoir et à mettre en récit ces faits d'armes. Donc, beaucoup de sources primaires sont constituées sur un mode narratif. Et puis, bien évidemment, le mode narratif, c'est aussi ce qui préside au déploiement de la bataille comme événement politique, parce que la bataille, immédiatement, constitue un événement qui donne lieu, donc, je parlais de la Gazette de France, mais parlons aussi du bulletin de la Grande Armée, à des récits. Et donc, vous le voyez, la bataille, elle fait l'objet de récits qui constituent assez souvent quand même le matériau primaire sur lequel travaille l'historien. Mais pas seulement l'historien. La bataille
et le récit de bataille constituent aussi le matériau primaire de la pensée militaire. Je partirai d'un exemple emblématique et fondateur, qui est L'Art de la guerre de Machiavel, publié en 1520. Donc Machiavel, dans L'Art de la guerre, élabore véritablement une science de la guerre dont il définit les principes. Machiavel est un des fondateurs de cette tradition de la pensée militaire qui consiste à réduire la guerre en art et à en définir les principes. On retrouve cette tradition chez d'autres auteurs et dont l'aboutissement serait par exemple Foch parmi d'autres sur les principes et ces principes de la guerre. Et donc Machiavel considère que la guerre répond donc à des principes constants, invariables et qui ne sont pas dépendants des circonstances. La grande idée de Machiavel, c'est de dire que justement le caractère permanent et constant de ces principes permet aux armées de la Renaissance d'appliquer les principes qui avaient été mis en œuvre dans la Rome antique. Et donc la transposition du modèle antique, qui fait de Machiavel un penseur humaniste, résiste, selon Machiavel, à la déstabilisation de l'art de la guerre provoquée par l'introduction de l'arme à feu, etc. Malgré cette introduction de l'arme à feu, selon Machiavel, les principes restent les mêmes. Et donc on peut, selon lui, organiser les armées comme le faisait la Rome, plutôt dans sa phase républicaine, selon Machiavel. Alors, une fois définis ces principes, Machiavel éprouve la nécessité de les mettre en action, c'est-à-dire comment les principes s'appliquent-ils dans le réel, dans la pratique. Alors, là, Machiavel se heurte à une difficulté, c'est que toute bataille est un cas particulier. Parce que toute bataille, justement, par les circonstances qui la déterminent, tend parfois à constituer une forme d'exception par rapport aux principes. Et donc, quand on veut étudier la permanence des principes, eh bien, il faut pouvoir définir un archétype de la bataille. C'est ce que fait Machiavel en se lançant dans un exercice qui est à la fois un exercice théorique et un exercice littéraire tout à fait fascinant. Il invente une bataille fictive et il en fait le récit. Et d'un point de vue littéraire, c'est vraiment construit de façon très intéressante, où là, il plonge le lecteur dans la bataille. Il parle de l'environnement, des bruits, des odeurs, de la fumée, etc., pour vraiment avec des artifices littéraires qui sont des artifices de romancier, véritablement. Et il s'adresse directement au lecteur en disant « vous », en l'interpellant. Vous êtes dans cet environnement, vous faites ceci, vous faites cela, etc. Et puis, il invente aussi des circonstances liées au hasard. Alors, bon, c'est un faux hasard puisque c'est lui qui le met en œuvre, mais pour lui, du coup, l'exercice narratif devient l'application concrète des principes pour des raisons qui en seront ensuite reprises par Clausewitz, parce que Clausewitz, lui aussi, sacralise la bataille et sacralise le moment, l'échelle tactique, puisque sa vision idéaliste de la guerre, alors ce que j'appelle la vision idéaliste de la guerre, selon Clausewitz, c'est la vision qui consiste à poser l'essence philosophique de la guerre, ce qu'il appelle la guerre absolue, et d'en mesurer ensuite les applications concrètes dans ce qu'il appelle la guerre réelle. Et donc, la bataille, selon Clausewitz, correspond au moment où l'absolu de la guerre se manifeste, puisque la bataille, c'est le moment où l'essence de la guerre se réalise pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la bataille, c'est le moment où l'essence violente de la guerre,
hein, se manifeste, puisque dans la bataille, on n'a pas d'autre considération que vaincre. Et Clausewitz le dit d'ailleurs, hein, dans ces moments-là, il ne faut pas envisager des notions telles que l'économie de moyens, telles que la prudence, etc. Il faut être capable justement de se livrer totalement à cette logique essentielle de la guerre, qui est la logique de monter aux extrêmes. Hein. Et donc, il faut être capable d'accepter et d'exercer la violence sans limite. Mais ce que dit la bataille aussi, selon Clausewitz, c'est aussi ce moment où se joue cet autre caractère essentiel de la guerre, et qui est l'affrontement duel, c'est-à-dire l'interaction avec l'autre. Et donc, à la fois la violence, à la fois l'interaction, et bien tout ça fait que c'est la bataille qui concentre l'essence de la guerre, et plus encore, c'est le récit de bataille qui concentre l'essence de la guerre, parce que le récit, justement, met particulièrement bien en évidence cette dimension interactive. Un tel fait ça, l'autre réagit en faisant cela, l'autre réagit, etc., etc. C'est finalement dans le récit que s'exprime très bien cette essence de la guerre, notamment dans cette catégorie particulière de bataille. Donc, parce que Clausewitz développe cette pensée dans un chapitre qu'il consacre à ce qu'il appelle l'engagement. Et il explique qu'il y a plusieurs formes, plusieurs degrés d'engagement, mais dans ces diverses formes d'engagement, il y a un engagement particulier qui concentre l'essence de la guerre, c'est ce qu'il appelle la bataille principale. Et donc, Clausewitz a contribué lui aussi à, je dirais, sacraliser la bataille, et notamment à sacraliser le modèle napoléonien qui consiste à gagner des guerres en gagnant des batailles, ou à les perdre à Waterloo. Mais alors, justement, cette concentration des enjeux de la guerre dans le moment de l'affrontement aboutit donc chez Clausewitz, mais aussi dans la pensée militaire, à une forme de sacralisation donc, de la bataille, qui finit d'une certaine façon par devenir un objet idéalisé par la pensée et par le récit. Je cite un exemple. Dans le chapitre, justement, sur la bataille principale, Clausewitz écrit, je cite, « Ce n'est pas seulement notre concept de la guerre, mais aussi l'expérience qui nous incite à ne rechercher de grandes décisions que dans de grandes batailles. De tout temps, seules les grandes victoires ont donné de grands résultats, ce qui est absolument vrai pour l'agresseur et plus ou moins pour le défenseur. Bonaparte lui-même n'aurait pas connu une journée comme celle d'Ulm sans précédent dans l'histoire s'il avait redouté de verser le sang. » Alors, ce qui est intéressant, c'est cette phrase un petit peu étonnante, et notamment cette expression, « une journée comme celle d'Ulm ». C'est-à-dire que, là, pour le coup, Clausewitz isole une séquence chronologique, une séquence temporelle, la journée d'Ulm. Or, Ulm est l'archétype de la non-bataille, qui ne s'est pas déroulée en une journée. Et d'ailleurs, là, ce n'est pas moi qui le décrète, c'est Napoléon, qui était quand même bien placé pour le dire, c'est Napoléon qui l'écrit. Dans le bulletin de la Grande Armée, voilà ce que Napoléon dit dans sa proclamation aux soldats. « Soldats de la Grande Armée, je vous ai annoncé une grande bataille. Mais, grâce aux mauvaises combinaisons de l'ennemi, j'ai pu obtenir les mêmes succès sans courir aucun risque. En 15 jours, nous avons fait une campagne. » Alors voilà, Clausewitz nous dit que la journée d'Ulm est l'archétype de la bataille principale, et Napoléon nous dit qu'il n'a pas livré bataille, mais qu'en 15 jours, il a fait une campagne. Il n'y a donc pas de bataille d'Ulm. D'ailleurs, au XIXe siècle, souvent, on ne désigne pas Ulm comme une bataille. Par exemple, dans l'historiographie anglaise de l'époque, on parle de la capitulation d'Ulm. Puisque donc Ulm, c'est une série de combats, alors concentrés plutôt
que 15 jours, enfin c'est un ensemble de manœuvres sur 15 jours, mais la phase vraiment de concentration du combat dure 5 jours, du 15 au 20 octobre, qui aboutissent à la reddition d'Ulm, donc la reddition de la ville. Et donc, on voit ici qu'il y a une certaine tension qui procède effectivement, je dirais, d'un effet de récit, qui consiste à, si on isole une journée, une séquence chronologique de l'ensemble du contexte dans lequel elle se trouve, eh bien, il y a une certaine propension, du coup, à essentialiser la bataille, à l'isoler, à y concentrer, comme le fait Clausewitz, toutes les sens de la guerre, et peut-être à oublier, justement, les autres aspects de la guerre, parce que, bon, qu'est-ce qui fait qu'une bataille est décisive ? On va même prendre le cas de Waterloo, qui est quand même l'archétype de la bataille décisive. C'est la bataille à l'issue de la guerre, à l'issue de laquelle non seulement la guerre est perdue, mais l'Empire s'effondre. Donc, Waterloo, c'est quand même difficile de trouver plus décisif comme bataille. Mais tout n'est pas fini le 18 juin, le soir du 18 juin. Et comment se fait-il qu'une bataille dans laquelle Napoléon engage 80 000 hommes à peu près, sachant que 2 ans avant, les effectifs de la Grande Armée, alors si on retire les troupes étrangères, il y a à peu près, Napoléon, il a une capacité théoriquement, une capacité théorique de mobiliser à peu près 800 000 conscrits dans la guerre. Et comment se fait-il qu'une bataille mobilisant 80 000 hommes soit décisive, alors qu'elle se livre même pas sur le territoire français, et que, pour le coup, il reste quand même théoriquement des possibilités de mobiliser d'autres forces. C'était une question d'ailleurs qui s'était aussi posée dans la campagne de 1814. Napoléon mène cette campagne avec, en gros, 200 000 hommes. Pourquoi est-ce qu'il ne mobilise pas la garde nationale, etc., etc. Donc, il a théoriquement des moyens, sur le plan strictement militaire, de faire plus. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ? Pourquoi est-ce que la bataille de Waterloo s'est avérée décisive ? Pourquoi est-ce que les manœuvres politiques qui ont suivi la bataille ont échoué ? Eh bien, ça nous renvoie à d'autres dimensions. Prenons même encore un autre archétype de bataille dite décisive, Iéna et Auerstadt. On considère que c'est à Iéna et à Auerstadt que la Prusse s'est effondrée. Non, Iéna et Auerstadt sont le début d'une campagne qui se prolonge pendant tout l'hiver. Alors, on caractérise souvent la campagne d'après Iéna comme une poursuite, mais ce qui contribue quand même beaucoup à l'issue, c'est le fait que la Prusse s'était engagée depuis quelques années dans un processus de défortification qui fait que le territoire était extrêmement vulnérable. Donc, une fois de plus, la bataille ne se suffit pas forcément à elle seule. Alors, cette sacralisation de la bataille, elle a été justement, je dirais, elle trouve dans le prolongement de l'épopée napoléonienne au XIXe siècle un véritable apogée qui est renforcé par un courant littéraire qui est le romantisme. Le récit de bataille est aussi un élément fort du romantisme et le récit de guerre. Bon, vous voyez Waterloo, version Victor Hugo ou version Stendhal, mais pas seulement. Et d'ailleurs, c'est précisément à ce moment-là que apparaît le concept ou la notion d'histoire-bataille. La notion d'histoire-bataille apparaît sous la plume d'un historien qui s'appelle Alexis Monteil, qui, entre 1830 et 1843, publie donc l'histoire des Français. Et c'est une histoire dans laquelle Monteil veut mettre en valeur
au contraire de l'histoire-bataille, l'étude des structures sociales, des conditions quotidiennes de la vie des Français. Vous voyez, on dit souvent que l'histoire-bataille, c'est un concept qui a été inventé par l'école des annales au XXe siècle pour s'opposer à une histoire narrative. Eh bien non, c'est Alexis Monteil, un siècle plus tôt, qui invente ce concept et effectivement qui dénonce justement le caractère événementiel et héroïque et exclusivement guerrier de ce qu'il appelle donc l'histoire-bataille, qui selon lui donc est une façon trop courante de réduire l'histoire de France à des événements militaires. Et donc lui, il en appelle plutôt à une histoire attentive, à l'expérience humaine, au quotidien des hommes, aux conditions sociales, etc., etc. Donc voilà, c'est d'une certaine façon, oui, le programme des annales, mais un siècle avant. Alors, cette sacralisation donc, de la bataille, et donc l'émergence du concept d'histoire-bataille, elle est amplifiée, comme je viens de le dire, par le courant romantique, et aboutit, au cours du XIXe siècle, à une... on le voit avec Alexis Monteil, mais par la suite, à une vision critique de la bataille comme objet et une vision critique aussi de la bataille comme récit. Alors, une des premières, une manifestation, me semble-t-il, très importante de cette vision critique, c'est celle qui est donnée par Henri Dunant. Henri Dunant, en 1862, qui publie Un souvenir de Solferino. Donc, vous savez, Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, etc., qui est à l'origine des premières conventions de Genève. Bon. Et que fait Henri Dunant dans Un souvenir de Solferino ? Eh bien, je pense qu'on peut lire ce livre comme une critique très subtile justement de l'histoire-bataille. Le livre est divisé en deux grandes parties. La première partie se conforme en tout point à tous les stéréotypes et tous les archétypes du récit de bataille, avec des faits d'armes glorieux, des faits d'armes héroïques, etc. etc. On voit que... alors, ça, on le comprend une fois qu'on a lu la deuxième partie, mais dans cette première partie, Henri Dunant se livre vraiment à un récit classique de la bataille, vraiment en se soumettant de façon presque caricaturale aux règles du genre. Et dans la deuxième partie, justement, tout s'effondre. C'est que, il reprend donc le cas de ces soldats qu'on a vus dans des postures héroïques dans la première partie, se livrer à des faits d'armes glorieux, etc. Et il nous montre ces soldats blessés, hurlant de douleur. Et là, pour le coup, il subvertit, je pense, totalement le récit de bataille pour l'appliquer pour appliquer les règles de la construction du récit, mais à une séquence très particulière. Il y a un récit d'amputation, où il raconte, là pour le coup, une scène d'amputation. Alors, avec justement un raffinement de la narration, là aussi avec description de l'ambiance, de la douleur, etc. Le but, c'est d'arriver à la conclusion que finalement, tous ces soldats glorieux, héroïques, qui en appelaient au début de la bataille à l'élan volontaire et qui s'engageaient dans cette fureur qu'est le combat, eh bien, à la fin, ne sont que des corps souffrants, des gens qui appellent leur mère parce qu'ils souffrent, ne sont que des corps... par exemple, il y a une certaine complaisance d'Henri Dunant dans la description des blessures, qui sont vraiment décrites de façon très très précise, je dirais même presque clinique. Et donc je dirais que son souvenir de Solferino vraiment est une remise en cause du modèle du récit de la bataille, assez subtil. Alors celui qui pour le coup, lui, assume totalement, pleinement
la critique du récit de bataille, c'est Tolstoï, bien sûr, dans Guerre et paix. Alors, Tolstoï, lui, il assume pleinement parce que, justement, ce que critique Tolstoï dans Guerre et paix, c'est non seulement le récit classique de bataille qui laisse croire, selon lui, qu'une bataille se déroule selon un plan maîtrisé, coordonné, dirigé par le général. Et Tolstoï est le plus grand critique du génie napoléonien, puisque, selon Tolstoï, Napoléon, finalement, il n'a eu que de la chance, et surtout, il n'a eu que la chance d'être à la tête d'une armée qui était animée par un esprit conquérant, etc. Mais Tolstoï remet en cause totalement l'hypothèse du génie militaire et du génie tactique de Napoléon, parce que, selon Tolstoï, la bataille, ça n'est que du chaos. Vous voyez son récit d'Austerlitz, où là, c'est le chaos dans lequel, selon lui, se révèle l'âme des peuples. C'est ça qui fait triompher au bout du compte, et c'est ça qui décide de la victoire au bout du compte, mais en tout cas pas le génie des généraux. Et Tolstoï va plus loin dans sa critique. C'est qu'il explique que finalement, cette critique remet en cause fondamentalement l'idée même, la notion même de bataille, et l'idée même que le récit de bataille puisse servir à la pensée militaire. Faire un récit de bataille, selon Tolstoï, c'est inventer une logique. Et c'est créer de l'illusion. Et il a une vision hypercritique et il explique que donc même l'art militaire, finalement, pour le coup, n'a pas de raison d'être. L'art militaire ne peut pas s'organiser selon des principes tactiques, etc. Vous voyez, en gros, c'est la critique radicale et absolue de Machiavel, par exemple. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Tolstoï est commenté par un général russe qui s'appelle Dragomirov. Le général Dragomirov publie une analyse de Tolstoï au regard de la pensée militaire. Alors, il explique que ce qui est intéressant dans la démarche de Tolstoï, c'est sa capacité à révéler l'âme des peuples. Ça, c'est bien, mais, dit-il, eh bien, il va trop loin dans sa critique et dans sa réfutation de l'existence même d'un art de la guerre que Dragomirov réhabilite. Or, Dragomirov, qui est-il ? Il est un des principaux vecteurs, médiateurs du regain d'intérêt pour Clausewitz dans les années 80, puisqu'il commente Clausewitz, il fait un commentaire de Clausewitz, et Dragomirov, justement, réhabilite et la bataille comme récit, comme figure du récit, et la pensée clausewitzienne qui avait sacralisé cette bataille. Autre critique contemporaine, vous voyez, ce moment des années 1860 est très important, c'est Ardan Dupic. Ardan Dupic, dans ses études sur le combat, lui aussi s'en prend à cette propension des penseurs qui reconstituent les batailles selon justement des logiques narratives, à construire donc une fiction. Je le cite, « Le militaire qui raconte, comme tout narrateur, a besoin de préciser. Il lui faut des lignes, des points nets pour se retrouver dans le désordre d'un combat. » Et donc, selon Ardan Dupic, ça éloigne la pensée militaire et même la pensée tactique de ce qu'elle doit être, selon lui, de façon fondamentale. Selon Ardan Dupic, la tactique, c'est l'art d'organiser les troupes face à la peur. Et donc, il prend plusieurs exemples, il évoque Solferino, etc., où il montre que finalement, ce qui a prévalu, c'est souvent le chaos, et que donc la tactique, c'est l'art de prévenir le chaos et de tenir compte de ce facteur essentiel qu'est la peur. Du coup, ce mouvement critique du récit, eh bien,
il trouve son apogée, cette fois, dans la pensée militaire, dans l'œuvre du général Camon, qui est un des plus grands interprètes de ce qu'il appelle le système de guerre napoléonien, au début du XXe siècle. Camon cite Napoléon, qui écrit « Dans un art aussi difficile que celui de la guerre, c'est souvent dans le système de campagne qu'on conçoit le système d'une bataille. » Et Camon donc publie 2 séries d'ouvrages qui s'appellent « Le système de guerre napoléonien », une première série de 2 ou 3 volumes sur le système de guerre à l'échelle de la campagne et le système de guerre à l'échelle de la bataille. Et là, cette notion de système est intéressante justement parce qu'elle pose la question de l'insertion de la séquence chronologique de la bataille dans un environnement systémique. Et Camon explique justement qu'il met en évidence cette construction, cette essentialisation de la bataille à partir de l'isolement de séquences chronologiques, et il critique par exemple ceux qui font l'histoire des guerres napoléoniennes en s'appuyant sur le bulletin de la Grande Armée et en validant justement ces séquences narratives. Et lui, il propose une analyse plutôt systémique, en proposant d'ailleurs de recourir à un autre type de source, non pas les sources narratives, mais la correspondance de Napoléon. Parce que là, selon lui, la correspondance de Napoléon, elle révèle les tensions systémiques et elle n'est justement pas dépendante des reconstructions, des reconstitutions narratives. Alors, cette tension entre la bataille et le système, eh bien, elle nous renvoie effectivement même aux origines de l'art de la guerre. Comparons par exemple, puisque Napoléon parle de système, dans un art aussi difficile que celui de la guerre, c'est souvent dans le système de campagne qu'on conçoit le système d'une bataille. Cette façon de penser la guerre comme système, on la trouve par exemple chez Carnot, dans son système général des opérations militaires de la prochaine campagne, élaboré en 1794. Et Carnot, dans son système général, prévoit de livrer une bataille décisive, une bataille d'anéantissement. Il écrit « Il est évident que nous ne pouvons terminer la guerre dans cette campagne sans grande bataille, ce qui n'a jamais eu lieu. Les campagnes de cette phase des guerres révolutionnaires, c'est-à-dire en gros avant 1796, d'ailleurs on peut même intégrer, pardon je dis avant 96, non, on peut même intégrer la campagne d'Italie. Bonaparte remporte la campagne d'Italie sans bataille majeure. Bon, Rivoli, mais ce n'est pas véritablement une bataille décisive. Eh bien, ces opérations-là se mènent finalement sans bataille majeure. Prenons une bataille, celle qui ressort, par exemple, pour la campagne de 1794, c'est Fleurus. Mais Fleurus, c'est vraiment une bataille, je dirais, mineure, parce que l'enjeu essentiel de Fleurus, c'est la prise de Charleroi, qui a eu lieu la veille de la bataille. Et Fleurus, comme l'immense majorité... comme toutes les batailles des guerres révolutionnaires, sont des batailles qui provoquent des pertes très faibles. Les Autrichiens à Fleurus perdent en blessés et en morts 2%. 2% de leur effectif. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité, au soir de la bataille, une capacité tactique quasiment intacte. Prenez les autres. Gemap, Valmy, etc., etc. Enfin bon, ce sont des batailles qui sont tout sauf, justement, des batailles correspondant à l'archétype décrit par Clausewitz. Alors, c'est ce qui a d'ailleurs donné lieu à un véritable courant historiographique qui n'a pas été, je trouve, suffisamment mis en évidence. Je parlais de Camon tout à l'heure, mais au même moment, un certain nombre de capitaines, le capitaine Fabry ou le capitaine Coutanceau, ont fait l'histoire des campagnes des guerres révolutionnaires, et justement en reléguant totalement les batailles. Notamment, donc, Coutanceau, il a fait l'histoire de la campagne de 1794, Fabry, celle de la campagne d'Italie, mais la campagne d'Italie de 94, pas celle, mais il a aussi fait celle de Bonaparte. Et donc, vous voyez qu'il y a une véritable tension dans la pensée militaire entre la bataille comme séquence narrative et
la guerre comme système d'opération. Alors, pour conclure, la question de l'insertion de la bataille donc, dans un système de guerre, eh bien, je trouve qu'elle se pose de façon très, très emblématique pour les inscriptions sur celles qui sont inscrites sur le drapeau de la gendarmerie. Plus particulièrement, je crois de façon emblématique, je l'ai dit, parce que la gendarmerie, justement, est une force dont la mission principale n'est pas de participer aux batailles, ce qu'elle fait malgré tout à l'occasion, mais justement une force qui est porteuse des autres dimensions de la guerre et des dimensions, je dirais, justement, systémiques de la guerre. Le contrôle du territoire, le contrôle des populations, etc., et qui renvoie donc justement à ces dimensions de la guerre qui relativisent l'importance de la bataille. Il y a donc une sorte de paradoxe à exalter des batailles pour une force dont l'action démontre que toute la guerre ne réside pas dans la bataille, mais un paradoxe, je dirais, fécond. Bon, prenons-les les unes après les autres. Hans Scott, donc, comme l'a montré Renaud Faget déjà, et il nous en reparlera peut-être, la victoire d'Hans Scott, elle est nuancée par la campagne dans laquelle elle s'insère. Hein, et c'est ce qu'a montré Renaud Faget dans sa thèse et qui est fatal au général Houchard, qui est condamné à mort et exécuté pour avoir remporté une victoire. Pour avoir remporté une victoire sur le champ de bataille, mais ne pas avoir su exploiter cette victoire au-delà, justement, dans la campagne. Villodrigo, une bataille dans une guerre où la gendarmerie a été justement l'instrument essentiel du caractère polymorphe de la guerre. Police, mission de police, de contrôle du territoire, des populations, de contrôle des voies de communication, de contrôle des voies de communication pour la logistique, la lutte contre la guérilla, etc. Enfin bon, bref, une guerre tout à fait polymorphe, et je crois que la gendarmerie incarne très bien cette dimension très polymorphe de la guerre. Même chose pour la conquête de l'Algérie et le combat de Taguin, dont le but est la prise de l'Asmala d'Abdelkader, dont l'enjeu est le contrôle du territoire, qui lui aussi se joue non pas un jour de bataille, mais qui se joue dans une stratégie beaucoup plus ample. Prenons Sébastopol maintenant. Ici, le contexte, ça n'est pas une campagne, mais un siège, avec de multiples séquences événementielles, qui sont généralement d'ailleurs identifiées distinctement. Ici, nous ne sommes pas très très loin de Malakoff, qui est une séquence de ce siège, mais il y a aussi Tchernaya, Balaklava, etc. Bon, là, Balaklava, c'est de l'autre côté, du côté britannique. Mais bon, là aussi, vous voyez que l'identification d'une séquence Sébastopol, elle est problématique. Et puis enfin, je vous ai même pas besoin de développer. Indochine, c'est pas c'est pas véritablement une séquence chronologique. Donc l'inscription des batailles au drapeau de la gendarmerie, je trouve qu'elle a une faculté de mettre justement la bataille en question et de souligner les autres dimensions de la guerre. Comment des batailles sont menées par des forces, la gendarmerie en l'occurrence, qui soulignent justement la dimension polymorphe de la guerre. Et donc les batailles inscrites au drapeau de la gendarmerie sont bien sûr des invitations à la célébration, à la commémoration, mais également, je trouve, une invitation à la réflexion, et je crois que c'est ce qui va se faire au cours de ce colloque. Merci.